Bien, bonjour à vous, mes magnifiques licornes de la tomate bleue. J'espère que vous allez bien. Je suis présent aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Vegas 13 Santos contre Teixeira. Et après quelques belles cartes, on tombe dans une streak un peu moins bonne, les amis, là, je vais vous le dire. Pas fou carte qu'on a sous là-dedans en fin de semaine. Là, je vais vous dire, c'est pas fameux. Mais je suis là pareil, puis on va essayer d'analyser et de prédire tous ces magnifiques combats. On va peut-être finir par chier sa cheville d'une coupe de ces combats-là. La majorité d'entre eux en fait, mais écoute, regarde, si on peut pas se faire un peu de fun à rire de ces fights moyens-là, je sais bien pas ce qu'on peut faire. Le main event de la soirée oppose Thiago Santos à Glover Teixeira dans un combat que l'UFC a ruiné, OK? L'UFC a ruiné ce combat-là. Puis ils n'ont pas ruiné ce combat-là en le remettant 4, 5, 6 fois. Ça, c'est à cause du Rona, c'est le COVID Cup, là. Littéralement, le gars qui a pogné le plus de fois le Rona contre l'autre gars qui a pogné le plus de fois le Rona. Puis là, ils s'affrontent pour savoir qui est le suprême Rona guy. Mais ils ont chié sa cheville de ce main event-là, straight up, quand une semaine avant, ils ont annoncé « Oh non, le prochain combat, là, c'est Easy contre Blachowicz. » Il aurait juste pu ne pas dire ça, puis dire « Oh, regardez, en fin de semaine, Thiago Santos, Glover Teixeira, le gagnant va potentiellement affronter Jan Blachowicz, c'est un énorme combat. » Puis là, tu hype ça, puis après, quand le combat est fini, t'es genre « Ouais, ben finalement, Easy nous a dit qu'il voulait move up, on peut pas y donner, c'est Easy, ça va être un money fight, fait que ça va être Easy le next finalement. » Puis là, tout le monde est là, voir que vous le saviez pas v'là une semaine, mais je pense qu'au moins, ça laisse un peu d'intérêt à ce combat-là qui, là, est un main event. Oui, ça rapport là, je suis d'accord. La carte en dessous est à chier, c'est ça qui me rend pas hype pour cet événement-là. Mais tu sais, comme, ça passe d'un combat qui pouvait, là, potentiellement être quelque chose de proche d'un number one contender fight à un combat de gars ranked dans la division light heavyweight. Fait que le combat perd comme une coche de hype, de prestige, de peu importe comment tu voulais appeler ça. Puis c'est plate, genre, c'est plate. Je pense que c'était comme côté promotionnel, là, côté marketing, ils ont manqué une petite chance ici là, d'essayer de hyper ce combat-là comme étant quelque chose qu'on ne doit pas manquer parce que c'est tellement important pour le futur de la division. Puis là, après, au pays, tu dis, non, finalement, Easy, tiens, Easy va te battre pour la belt, puis tout le monde ne chialerait pas. Là. Fait que, garde. On a side note, on va parler du combat en tant que tel. Écoutez, c'est comme... Je ne partirai pas dans une longue analyse technique là, de ce combat-là. Vous le savez, qu'est-ce que les deux font. Ça fait des millénaires qu'on les voit. Thiago Santos fait du Muay Thai, kick très très fort, puis knock du monde brutalement, autant avec ses mains que ses pieds, que ses coudes, que ses genoux, que n'importe quel esti de énorme partie de son gros crise de corps qu'il peut prendre, puis la lancer de façon très puissante vers ta tête. Et puis c'est ça. Des fois, tu finis à terre, puis tu joues de la trompette tellement tu t'es fait knocker. Fait que c'est ça qui arrive. Et Glover Teixeira, ben, c'est vraiment transformé comme étant le crafty veteran avec un game plan. Puis je pense que c'est vraiment une tendance qu'on a dans le main et dans le co-main event, qui sont comme deux des seuls combats intéressants sur cette carte-là, avec peut-être Raoni Barcha. Encore, la main card n'est pas super. C'est ça. Teixeira, vraiment le crafty vet, le gars qui, c'est exactement, il a tellement été là souvent qu'il sait exactement comment changer ce combat de phase, le combat de phase, exactement quand le changer pour que ça l'avantage lui. Puis c'est quelque chose qu'il fait de plus en plus. Là. Si tu regardes dans ses derniers combats, qu'est-ce que Glover Teixeira fait souvent, c'est qu'il amène des gens au sol, il leur calisse des coups de coude dans la face jusqu'à temps que les gens soient assez tannés, qu'ils donnent leur dos, puis Glover les choke. C'est pas mal ça son modus operandi. Puis pour vrai, c'est tellement quelque chose que tu peux faire à Thiago Santos, là. C'est tellement quelque chose que tu peux faire, le takedown. C'est pas le gars qui est le plus difficile à takedown. Tu peux peut-être te faire frapper très, très fort avec un genou en rentrant, mais un coup que t'es sur ses hanches, c'est pas lui qui a le meilleur sprawl, qui a les meilleures techniques pour repousser un takedown. Au sol, sur son dos, on l'a vu être un peu pris là. Il y a eu quand même un bon combat, par exemple, contre Kevin Holland, mais il s'est fait sweeper une couple de fois. Il est arrivé des affaires bizarres quand il était au sol avec Kevin Holland. Donc, tu sais, oui, Santos, selon moi, est largement favori ici pour juste arracher la tête à Glover. L'affaire, c'est que Santos ne knock plus vraiment là, des gens au premier round comme avant. C'est plus un gars qui veut se mettre dans son groove. Puis là, quand il est dans son groove, va aller chercher un knockout au comme deuxième round, fin de deuxième, début de troisième. C'est pas mal là que ça se joue principalement pour Thiago Santos. Puis le fait qu'il n'est pas bon pour défendre un takedown, il y a vraiment une très bonne chance, selon moi, là, que Glover fasse juste comme le takedown,
le travailler un peu au sol, puis que Santos donne son dos, puis que Glover le choke, puis qu'on soit encore, what the fuck, Glover, il a pas 2500 ans, lui, en âge d'MMA, puis il est en train de battre comme les top contenders dans la division, là. Anthony Smith, ça a pris vraiment une drop dans notre estime depuis son combat contre Glover. Et puis on voit que ça donne depuis, tu sais, mais ça pourrait exactement être la même chose pour Thiago Santos. Cependant, je vais y aller encore avec Santos ici parce que c'est l'athlétisme, la puissance que Glover Teixeira n'a plus. Puis oui, il est très technique, il est très bon, mais Thiago Santos, il est gros, puis il est fort, puis il est jeune, puis il est encore dans son prime. Puis j'ai l'impression que oui, il va peut-être se faire takedown, il va peut-être même faire de quoi de vraiment niaiseux pour essayer de se relever, mais vu qu'il est puissant et athlétique et encore très explosif, il va peut-être être capable de s'en sortir contre quelqu'un qui est très technique, mais qui a peut-être plus là, cet athlétisme et cette explosivité-là, qui est, on va se le dire, l'une des choses les plus importantes à avoir dans la division light heavyweight. C'est pas mal là que ça se joue. On a vu, justement, le meilleur combattant n'étant plus athlétique, parce qu'il l'a déjà été, mais là, il n'est plus athlétique du tout. Et c'est Glover Teixeira. Tu ne trouveras pas meilleur combattant pas athlétique dans cette division-là. Puis son ceiling, c'est pas mal le top 5, là, on s'entend. Donc, c'est ça. Je pense que Thiago Santos va se mettre en merde peut-être une couple de fois, va avoir des bons échanges de bois avec Glover Teixeira, mais va finir par te l'allumer là quelque part comme début du 3e round, puis va gagner ça par TKO. Ça nous mène au co-main event qui est, moi, personnellement, le combat qui m'excite le plus sur cette carte-là, mais c'est normal, c'est notre boy, le bulldozer, Tanner Boser, qui est sur un tear là, récemment dans l'UFC, commence à finir du monde. Des bonnes entrevues d'après-combat. Le monde aime son style, son mullet est rendu tellement populaire qu'à chaque fois qu'il y a un mullet, les commentateurs disent hey, « Je me demande ce que Tanner Boser penserait de ce mullet-là. » Fait que, tu sais, le gars, il est on, puis c'est sa grosse chance là, d'affronter un combattant qui va le mener vers le top 15 de l'UFC, Andrei Arlovski. Et puis, man, ça va être un très bon combat parce qu'Andrei Arlovski a vraiment transformé sa game là, récemment. Le gars lance une main gauche à cette heure, lance un jab, lance un check hook, lance ces choses-là. C'est le genre de gars qui te frappait avec une main droite, un crochet de la droite, un overhand de la droite. Puis des fois, quand il lançait sa droite, il essayait de te frapper avec un back fist en revenant de la droite. Mais le gars, il avait pas de main gauche. C'est à peine s'il lançait un jab pour essayer de setuper ses affaires, là, pour vrai. Puis il réussit à se rendre assez loin avec ça, mais il a commencé à se faire knocker sévèrement un moment donné, on le sait. Puis là, ben, sa carrière est pas mal revenue. Là. Écoute, il est pas mal win-loss, là, on s'entend. Il a pris beaucoup d'âge, mais quand tu regardes le côté technique de sa game, le fait que souvent, oui, il perd, mais il va perdre des décisions, même des décisions partagées, des fois que tu es genre, oh, OK, je suis pas sûr que Arlovski a vraiment perdu ça. Et il s'est vraiment retransformé là, comme combattant. C'est plus un gars que tu vas arriver là puis qu'il va être super agressif ou qu'il va te coller dans la cage pendant 15 minutes sans rien faire. Là, c'était comme un ou l'autre pour Andrei Arlovski. Puis s'il était très agressif, ben, il pouvait te faire mal, mais tu pouvais aussi le counter puis faire très mal. Ce qui va être hot dans ce combat-là, c'est que Tanner Boser, c'est le heavyweight qui fait marcher le style qui ne marche pas à heavyweight. Puis c'est pour ça qu'il est vraiment incroyable comme fighter, puis que je l'aime bien gros. Tu sais, c'est le genre d'heavyweight, il est bouncy sur ses pieds, lance beaucoup de lead kick, essaie de travailler en volume, en combinaison, d'avoir un pace élevé. C'est pas un style qui marche, là. Tu vois tous les Maurice Green, les Dontel Mays de ce monde-là. Moi, je suis un bon striker technique, je vais travailler derrière mon jab, je vais essayer de setuper mes choses, travailler en combinaison, mais tu sais, pas mettre trop de power dans mes affaires, ben, je veux pas m'épuiser, puis là, un moment donné, bang, ils vont juste allumer bien raide par le gros jambon qui swing, tu comprends, puis c'est pas supposé marcher ce style-là, heavyweight, mais somehow, Tanner Boser a réussi à le faire marcher, puis réussi assez bien le faire marcher pour finir du monde, chose qu'il faisait rarement dans sa carrière. Est-ce qu'il va finir Andrei Arlovski? C'est là la question. Je le sais pas. Je pense que ça va être un bon combat technique. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver. Je pense que la différence dans ce combat-là, ça va probablement être les leg kicks de Tanner Boser. Je pense que les deux vont échanger debout, vont réussir à lander des bons punches l'un sur l'autre. Je pense pas que Boser ait un assez gros punching power naturel pour knocker le nouveau Arlovski là, qui est capable de plus genre roll with the punches puis avoir comme des techniques défensives plus qui existe, basically, parce que ça n'existait pas avant dans son cas. Et puis, ben c'est ça. Je pense que les leg kicks de Boser vont faire la différence dans ce combat-là. J'ai le Canadien ici par décision. Puis c'est sûr que je suis biased as fuck, là. Fait que, regardez. Ça qui arrive. Un autre combat qui était intéressant, Raoni Barcelos face à Khalid Taha.
C'est intéressant pour Raoni Barcelos. Moi, Raoni Barcelos, c'est mon boy. Il est vraiment très, très, très bon. Puis c'est pas quelqu'un qui a une game compliquée. C'est quelqu'un qui a une game, je dirais pas simple, parce que le gars, il est excellent là, partout, vraiment, mais il fait pas 5000 choses là, dans son combat. C'est un bon counter-striker de pressure, quelqu'un qui va essayer de te mettre la pression que tu te commettes, puis il va essayer de t'allumer en retour. Il est capable de lancer en counter, mais en combinaison. C'est un gars, quand tu vas manquer, il va t'accueillir avec 3-4 punches, il va te faire très mal. Il a du power debout. C'est un bon lutteur avec une bonne technique au sol en top control. Il est capable de te forcer à donner ton dos pour te choquer. Il est capable de juste te punir avec du ground and pound. Il est capable de juste comme aller chercher un takedown pour ralentir l'action. Il est excellent. Sa game est même prouvé là, dans l'UFC. Le gars a battu Saïd Nurmagomedov à son dernier combat. Fait que je pense pas qu'on peut dire, pas trop sûr encore. Le Raoni Barcelos, selon moi, la seule affaire qui est plate, c'est qu'il affronte pas genre il y a un gars du top 15, là, basically, ce soir-là. Un Cody Stamann ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ça que je veux voir. Là. Je pense qu'il est là, il est prêt. C'est un des meilleurs bantamweight dans l'UFC. Un de mes combattants préférés dans cette division-là, qui est probablement rendu ma division préférée. C'est sûr que 155, là, c'est dur à battre. Mais 135, c'est rendu quelque chose. Là. Puis Raoni Barcelos, c'est un facteur dans cette division-là. Puis il va péter Khalid Taha. Même si Khalid Taha est bon, le gars, il a des mains, il est complet. Lui, on l'a vu gagner par soumission son dernier combat. Malheureusement, je pense qu'il a fait quelconque substance, là, je m'en calisse bien dans le fond. Puis, il est bon, man. Il est bon. Là, il y a un no contest malheureusement à son dernier combat, mais c'est pas grave, il est excellent. Il a perdu son premier combat contre Nad Narimani. C'est pas mal ça qui me fait dire que Raoni Barcelos va le battre parce que Raoni Barcelos, c'est vraiment une version à la sauce là, de Nad Narimani. Pour ne pas dire que Nad Narimani est la version Dolorama de Raoni Barcelos, mais presque. Fait que si Taha a perdu contre Dolorama Barcelos, je pense que Barcelos devrait y péter à la gueule. Taha est tough, je pense avoir des bons échanges de goût, je pense que ça va être bon, ça va être un bon fight, je pense que ça va finir par décision, je pense que Raoni a ça dans le sac. Fait que Barcelos par décision pour moi, ça nous mène à un autre combat que si tu veux t'exciter avec pas grand-chose, tu peux t'exciter avec ça. Jan Heinisch, Brendan Allen. Écoute, man, Jan Heinisch, il est bon, mais quand tu parles d'avoir une game simple, lui, il fait deux affaires. Il lance un overhand, puis il shoot un double leg. C'est ça qu'il fait. Puis il est puissant, puis il frappe fort, puis il scramble sans arrêt, puis il est dur à contrôler parce qu'il est athlétique, puis t'as un estime de malade mental qui a déjà exporté de la drogue dans d'autres pays, puis qui s'est fait pogner, qui était genre en prison dans des estimes de pays fuck all, genre, ben, pas fuck all, je pense qu'il était en prison, genre en Argentine, quoi de même. En tout cas, regarde. Tu comprends? Le dude, c'est un fucké. Il va de l'avant, il ne s'est pas arrêté. Il fait juste travailler. Puis à un moment donné, il est gas out bien raide dans le milieu du troisième round, mais il continue pareil. L'affaire, c'est que Brendan Allen et tout. Sauf Brendan Allen, ce gars-là gagnerait tellement à travailler son striking parce que tabarnouche, il est long et je suis sûr que s'il se développait un jab, quelque chose, au moins pour être capable de garder sa distance puis avoir constamment le contrôle du range. Parce que c'est un gars qui veut contrôler le range. Pourquoi il veut contrôler le range? Parce qu'il veut se retrouver au corps à corps, d'où il y a des beaux body lock takedown. Puis ce gars-là, pour vrai, quand t'es au sol avec, t'es dans la merde. C'est un submission fighter. Le gars, il a pratiquement soumis tout le monde contre qui s'est battu, sur genre Tom Breeze, mais Tom Breeze, c'est juste comme laissé en monde puis c'est laissé finir, là, étrangement, par Brendan Allen. C'est un gars, je pense qu'il y a eu des défaites là, au début de sa carrière, je pense. C'est un rematch contre Anguille, je pense qu'il a perdu. Je pense que c'est parce contre genre Marcus Perez, contre genre Eric Anders. Puis c'est qui? Anthony Hernandez, genre Fluffy Hernandez. Ce qui sont pas des mauvais losses quand tu es sur la scène régionale. Mais là, quand tu arrives dans l'UFC, tu vois comment tout le monde se développe. Tu te rends compte que Brendan Allen n'aurait probablement jamais dû perdre contre ces gars-là. Fait que, écoute, contre Jan Heinisch, ça va être très bon. J'ai hâte de voir ce combat-là. J'ai envie d'y aller avec Allen. Vraiment, le Brendan Allen, il me surprend dans l'UFC. Puis, je ne veux pas dire que Jan Heinisch me déçoit parce que Chris, il est ranké, mais le gars, il a tellement eu une chance vite au ranking qu'il n'y a pas. Tu sais, Brendan Allen est un de ses adversaires les moins dangereux là, dans ses derniers combats. Puis on s'entend que tu n'es pas dans le moins dangereux de la division, tu es pas mal dans. Tu sais, Brendan Allen peut gagner ce combat-là, puis les deux vont être rankés. Là, puis je pense que ça aurait de l'allure. Puis je pense que je vais aller avec Brendan Allen. Je vais aller avec Allen par soumission au premier round parce que. Écoute bien ça, comment je vois ça.
Yann Heinisch, c'est un scrambler. C'est un gars c'est un excellent lutteur, mais il se fait takedown. C'est absolument takedown. C'est un gars offensif. Puis la défensive, il sait pas trop c'est quoi. Il s'en calisse un peu. Parce qu'il scramble. Son takedown m'a scramble, m'a me relever. Mais j'ai l'impression qu'il va vraiment scramble comme un lutteur, va donner son dos à Brendan Allen. Puis tabarnouche que tu le sais comment ça finit quand tu donnes le dos à Brendan Allen. Fait que je vais soumission au premier round pour Brendan Allen dans ce combat-là. Ça nous mène au prochain combat, qui est le dernier de la main card, le premier de la main card, en fait, là, qui est Claudia Gadelha, Yan Xiaonan. Puis tabarnouche. Ça aussi, c'est un bon fight, puis j'ai des gros vibes de Claudia Joanna 1. Parce que j'ai souvent dit Yan Xiaonan me fait penser à Joanna Jędrzejczyk un peu. Là. On dirait qu'elle veut pousser une game à la Weili Zhang, mais c'est juste pas la brute physique que Weili Zhang est. Là. Mais ça reste que c'est une très bonne fighter qui est early Joanna là, dans son style. La fille, elle va essayer de se stocker. Quand elle va te pogner contre la cage, elle va aller laisser aller ses mains. Il va y aller en combinaison, frapper au call-tête. Varie très bien, vraiment excellente, pousse un bon pace. C'est sûr que Claudia Gadelha va essayer de grapple absolument dans ce combat-là. Puis c'est une bonne grappler, puis elle a réussi à take down la majorité des gens qu'elle affronte. L'affaire, c'est qu'on dirait qu'avec le temps, je la vois gassante de plus en plus vite dans ses combats. Puis contre Joanna, la première fois, elle a pratiquement gagné les 2 premiers rounds de ce combat-là, mais elle a tellement perdu le 3e round, puis la fin du 2e round, que ça a fait balancer les juges en faveur de Joanna Jędrzejczyk. Puis quand ils ont fait un rematch sur 5 rounds, c'était exactement le même scénario. Puis à la fin du 4 et du 5e round, c'était pas beau tout de suite ce que Joanna faisait avec Claudia. Là. Donc, c'est pas 5 rounds ici, c'est juste 3. J'ai l'impression que ça peut être serré. C'est assurément un 29-28, ce combat-là, dans ma tête. Mais je pense que Yan Xiaonan va take over à la moitié du combat. Puis il va faire assez de dommages là, sur Claudia Gadelha pour que ça compte, puis pour qu'elle enlève ce combat-là. Ensuite, on tombe sur les prelims. Trevin Giles, Bevan Lewis. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce combat-là, pour être bien franchement avec vous, parce que c'est comme un combat de prospect, mais comme 2 des prospects que quand ils sont arrivés, on est là, OK, ça c'est des prospects. On est prêt à les voir. Trevin Giles, il a wreck une coupe de dudes en arrivant. Bevan Lewis, lui, ça n'a pas bien été pantoute en arrivant, mais tu sais, son combat contre Uriah Hall, littéralement, il l'a gagné. Il a gagné chaque seconde de ce combat-là jusqu'à temps que Uriah Hall fasse comme Uriah Hall fait. Puis tu sais, pourquoi je suis en train de perdre, puis qu'il l'allume bien raide, puis qu'il le knock, puis que c'est ça qui arrive. Là, il a gagné son dernier combat. C'est-tu contre genre Dequan Fentanyl? Il me semble de quoi de même. Il me semble que j'ai vu ça, puis j'étais genre, OK. C'est une victoire dans l'UFC, félicitations à toi, mais c'est comme pas le genre de win que tu te dis, oh, OK, le gars, il va aller loin avec ça. Donc, j'ai quasiment envie d'y aller avec les Lewis, hein, pour être honnête avec vous, ici. Parce que, écoute, Trevin Giles, je le truste pas, man. Le gars essaie d'être bouncy, de reculer, puis de lure son adversaire dans une grosse main droite. Tu sais, le style John Dodson, mais pas super mobile. Ben, mobile, oui, mais pas tant que ça. Puis il n'y a pas une différence de rapidité avec un Bevan Lewis, comme John Dodson pouvait avoir une différence de rapidité avec sa division dans son prime. Ça n'a même pas rapport avec ça. Fait que c'est comme, on dirait qu'il essaie de pousser un style à la John Dodson, mais c'est pas tout à fait un style qui marche. Puis, tu sais, écoute, c'est parce qu'il a perdu ses 2 derniers combats avant sa dernière victoire, qui est un combat qui est de dernière minute contre James Krause, qu'il a gagné, je ne sais pas trop comment, parce que moi, c'est pas ce score-là que j'avais pas en tout. Puis, tu sais, il a décidé de grapple avec James Krause parce que Krause était plus petit que lui et qu'il pouvait le take down. Puis il s'est retrouvé dans la merde au sol là à plusieurs reprises. Puis, écoute, pour vrai, je pense que j'ai Bevan Lewis ici parce que Bevan Lewis et tout est un combattant qui n'a pas peur de passer beaucoup de temps dans le clinch. On l'a vu, je peux contre Darren Stewart. Et puis, Trevin Giles va sûrement essayer de le take down. Là, je pense que Lewis va bien repousser le take down, va réussir à lander comme le plus de dommages dans ces positions-là. Puis je le vois avoir un meilleur cardio aussi que Trevin Giles, qui a tendance des fois à travailler très fort pour quelque chose qui ne marche pas nécessairement, puis de dépenser beaucoup d'énergie là-dessus, puis de se retrouver un peu taxé dans la fin du combat. Fait que j'ai Bevan Lewis, je ne sais pas si c'est un upset pick, je n'ai pas checké les odds encore, mais Bevan Lewis par décision. Ensuite, Giga Chikadze contre Jamie Simmons. Who the fuck is that guy, man? Puis, tu sais, c'est comme...
il serait temps que Giga affronte quelqu'un. Je pense qu'on l'a vu dans ses derniers combats. Le gars, il est solide. C'est un des meilleurs strikers dans sa division, peut-être même dans l'UFC. Côté technique, le gars, c'est un striker. Il est très bon. On l'a vu se faire takedown à quelques reprises, mais ça n'a jamais comme assez affecté le combat pour qu'il perde. Puis ça arrive de moins en moins. Jamie Simmons. C'est comme pourquoi ils ont trouvé un fight à Giga Chikadze une semaine avant la carte de même. Puis ils affrontent encore un autre newcomer que tu vas genre absolument violenter. Puis c'est comme c'est le fun, ça le développe. Il y a de l'action dans la cage, puis ça l'aide à se développer. Mais parce qu'à un moment donné, je pense que Giga commence à être prêt à affronter des gens qui existent. Puis je pense que c'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir Jamie Simmons. Fait que j'ai Giga Chikadze, TKO, deuxième round. Ensuite, le défenseur des Canadiens de Montréal, Alexander Romanov, qui est de retour en action face à Marcos Rogerio de Lima, le glace cannon par excellence, le gars qui est absolument monstrueux pendant 1 minute et demie, puis après ça, s'auto-détruit, se désintègre complètement. Romanov, c'était au premier round, genre fin du premier round. On l'a vu, le Romanov, c'est un complet malade, un lutteur absolument sensationnel, une force physique brute là, dans la cage. Tu le vois, ce gars-là, il est gros, il est large, il est athlétique, il est rapide. Tu le vois là, dans son aura. C'est un malade mental, il va te faire mal. Puis Marcos Rogerio de Lima, c'est le genre de combat que ça me surprendrait même pas que de Lima soit même pas capable d'avoir les bons moments qu'il y a actuellement dans les débuts de ses combats. Puis tu sais, Romanov va te le monter, va te le frapper à 2 points de main, 2 double hammer fist Kingdom Slam, comme il faisait à son dernier combat. Puis je pense que Romanov va gagner ça au premier round par TKO, basically. Ensuite, Darren Elkins, Eduardo Garagori. Et puis, man, écoute, c'est le combat des Crossroads là, pour Darren Elkins. C'est juste ça que c'est. Parce que, oui, il a perdu 4 combats consécutifs. Oui, à chaque fois, c'est un peu contre la moins bonne compétition que la fois d'avant. Mais c'est-tu 4 ou 3 combats consécutifs? Mais bref, oui, c'est toujours contre la moins bonne compétition, mais tu passes genre de Volkanovski, que c'est dur perdre contre la meilleure compétition qu'Alexander Volkanovski, on va se le dire, à genre, mettons, Ricardo Lamas, que t'es encore très bien. Puis là, Nate Landwehr, c'est comme il n'est pas très prouvé encore dans l'UFC, mais c'est un méchant malade mental, puis ça va être un bon combattant. Je te dis pas que ça va être le prochain grand, le top 10 fighter, top 5 fighter dans la division. Mais tu sais, Nate Landwehr, avec la tête dure qu'il a, puis le style agressif qu'il pousse, ça peut très bien être le prochain Darren Elkins, le 14 à 17e meilleur dans la division, puis c'est un gros gatekeeper pour le reste de la division. Là. Fait que c'est pas des losses de merde. Eduardo Garagori, ça serait pas un bon loss. Surtout voyant son premier combat à 145, où il s'est juste fait soumettre en quelques minutes, pas une minute, mais genre 3 minutes, me semble, face à Ricardo Ramos. Et puis, c'est sûr que Ricardo Ramos est très bon, mais pour vrai, si tu mets Ramos face à Nate Landwehr demain matin, peut-être que je favoriserais Ramos, mais c'est pas un combat facile, tu comprends? Fait que ce que j'essaie de vous dire ici par ça, c'est que d'après moi, Nate Landwehr, Ricardo Ramos, en termes de compétition, ça se ressemble pas mal. Puis si tu regardes comment les deux ont fait face à chacun, mais tu as Darren Elkins qui, non, n'a pas gagné ce combat-là, mais qui a absolument brawlé avec pendant 15 minutes, qui s'est jamais fait finir, puis qui a perdu par décision. Puis tu as Garagori qui s'est fait soumettre au premier round, basically. Fait que je voyais encore y aller avec Elkins ici, en gardant dans le fond de ma tête que oui, il est clairement sur une pente descendante, puis oui, il commence à perdre contre des combattants de moins en moins bons à chaque combat. Je ne sais juste pas s'il a vraiment descendu à un niveau assez bas pour perdre contre Eduardo Garagori, qui, selon moi, n'est pas... Ça serait absolument un de ses P-Loss en carrière. Son P-Loss en carrière et son P-Loss récent. Fait que c'est ça que j'essaie de vous dire ici. Ensuite, Max Griffin, Ramiz Brahimaj. Puis j'ai Griffin décrit ici, là. C'est ça que je me dis, mais là, j'ai pensé un peu en parlant, puis je ne sais plus si c'est ça que je veux faire, parce que oui, je pense que Griffin, ça doit être favori ici, parce que c'est un combattant complet qui va être capable de se battre debout, qui va absolument avoir l'avantage debout, là, d'ailleurs, sur Ramiz Brahimaj, qui est un submission fighter, qui est un gars qui veut aller se battre au sol, puis qui veut te soumettre. Toutes ses victoires sont par soumission. C'est un grappler, c'est un submission fighter, c'est ça qu'il veut faire, tu comprends? L'affaire,
c'est que je sais pas si Max Griffin va être capable de l'empêcher de se battre là. Tu sais, Max Griffin, autant c'est un bon combattant complet, c'est pas un combattant qui est comme que je considère comme étant bon pour pousser son propre game plan. C'est pas mal le classique Alex Caceres. OK, tu veux grapple, on va grapple. Puis il pourrait se faire pogner. Ben, fuck that. Je vais avec braimage par soumission ici. Je vais changer ça ici, là. Putain, tabarnak. Pas compliqué, là. Pas compliqué, c'est mon feeling, c'est ça que je fais, c'est ça que je veux, c'est mon preview. Mais ouais, non, c'est ça. En théorie, Max Griffin devrait gagner ce combat-là, là, entre vous et moi, parce qu'il est plus complet, puis s'il réussit à garder ça debout, il va complètement péter la gueule à l'autre, mais je le trosse pas assez pour être capable de garder ça debout. Puis au sol, ben, Braimage est clairement assez dangereux, puisqu'il a pas mal soumis tout le monde qui a battu. Donc, voilà, ma prédiction, c'est Braimage par soumission, mais je pense pas que c'est le pic logique à faire ici, pour être bien honnête avec vous. Dernier combat de la soirée, ben premier en fait, c'est Anthony Burchak qui est de retour dans l'UFC face à Gustavo Lopez. Puis je m'attends à un bon petit combat, c'est à saveur régionale, là, je m'en allais dire. Burchak n'est pas mauvais, il n'y a pas eu une mauvaise run dans l'UFC, il s'en allait pas vers les sommets de la division, là. Il était comme un peu trop agressif pour son propre bien, je pense. Je ne sais pas s'il a réussi à tempérer ça, je pense que son agressivité, c'est quelque chose qui pourrait l'aider dans ce combat-là face à Gustavo Lopez, qui est quand même tough, qui va quand même vouloir prouver qu'il est UFC level après son premier combat, où ça n'a pas bien été, c'est sûr que ça n'allait pas bien, il affrontait Merab Dvalishvili sur short notice. Mais regarde, écoute, je vais y aller avec Burchak parce qu'il est agressif, puis je l'aime, puis je suis content de le revoir dans l'UFC, puis je veux qu'il ait du succès. Puis je pense que pour vrai, s'il est encore le crazy malade mental qui est, puis qui court après le chum Gustavo Lopez, puis qui met beaucoup de pression, puis qui essaie peut-être même un petit takedown ou deux, vu qu'on a vu face à Merab que c'était faisable, ben je pense qu'il y aurait des chances de gagner ce combat-là. Fait que c'est ça qu'il faut être ça pour ce preview-là. L'UFC Vegas 13, Santos face à Teixeira. J'ai même pas tant shit sur la carte que ça, finalement. Il y a des combats intéressants, puis il y a d'autres combats qui sont pas intéressants, mais qu'il y a un des deux combattants qui sont intéressants, genre Alexander Romanov contre Rogerio de Lima. Il y a personne qui est genre, oh shit, ce combat-là, ça va être incroyable, mais tout le monde se dit, Alexander Romanov, me semble peut-être, c'est son dernier combat. Fait que ça va être ça, les petits chums, abonnez-vous. Likez la page, abonnez-vous au YouTube, s'il vous plaît, ça serait bien gentil de votre part. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, vos prédictions. Est-ce que vous êtes hype pour cette carte-là ou vous allez la skip? Je ne le sais pas trop, parlez-moi-en. On se parle une prochaine fois. Ciao, ciao, ciao!